Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre, 3e webinaire de l'année. Alors, aujourd'hui, c'est différent. Donc moi, c'est Sénamé Aglevon. Je suis ambassadrice pour, GTA Black Women in Tech, French Chapter. Donc moi, je suis la personne qui, quand vous voyez tous ces posts où on essaye de mettre en avant des femmes noires, donc j'en sélectionne quelques-unes, donc je fais les posts, je vous mets en avant. Et aujourd'hui, j'avais décidé d'interviewer Abeba parce que j'aime beaucoup son parcours. Donc, et d'ailleurs, d'abord, j'aimerais juste dire bienvenue aux nouveaux arrivants, puisqu'on voit que la page, là, vous nous suivez bien, donc ça fait plaisir. Et je vais vous faire un petit brièvement sur GTA. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui sont déjà venus, nous, le but de notre organisation, c'est vraiment de mettre les femmes noires en tech en avant, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes noires qui aient envie de rentrer dans la tech, parce qu'il faut qu'on se voit, et aussi de vraiment contribuer à réduire le fossé en fait au niveau de la diversité et de l'inclusion sur la scène tech française. Donc on organise des événements en ligne comme celui-là, on en fait quelques-uns en personne. D'ailleurs, on a un événement, on vient de publier avec Octa le 19 juin. Et donc là, maintenant, on va partir sur l'interview avec Abeba. Et écoute, Abeba, je te laisse te présenter. J'ose pas écorcher ton nom, donc si tu veux aussi le dire, vas-y. Ouais. Bien, écoute, merci Sénamé pour le webinaire. Donc moi, c'est Abeba Ngwe et je préfère qu'on m'appelle Abi. Voilà. Donc j'ai 35 ans et je suis développeuse front-end suite à une reconversion que j'ai effectuée après un parcours en marketing et en développement commercial. Voilà, et je travaille chez Le Bon Coin et j'ai aussi fondé une plateforme de formation et de publication de livres en développement web qui s'appelle Alors on Dev. Ah très bien, félicitations. Et du coup, comme tu dis, tu as commencé en développement commercial. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de faire le grand pas et d'aller en tech? Je me plaisais pas du tout dans ce parcours. Voilà, moi, j'avais fait une école de commerce et j'étais plutôt orientée vers des métiers de gestion de projet, finalement, voilà, d'orchestration. Et j'avais peu de prise, finalement, avec les actions faites véritablement parce qu'elles étaient effectuées par les personnes dont j'orchestrais justement le travail. C'était assez frustrant parce que ça pouvait être abstrait. Puis il y a des missions aussi dans lesquelles j'avais pas forcément, de visibilité sur l'efficacité aussi des actions qui étaient menées. Voilà, j'avais besoin d'être au plus près de l'exécution de ces actions-là, d'avoir la sensation de faire quelque chose de mes mains. Et donc déjà, en fait, c'est né de cette frustration-là, je dirais, quoi, sans même savoir exactement vers quoi aller finalement derrière. Pour avoir un job qui m'épanouisse davantage. Et puis, ce qui s'est produit, c'est qu'en 2019, je suis tombée sur un email de Pôle emploi à l'époque qui proposait du coup une formation en développement web. Et là, je me suis dit, ça peut cocher pas mal de cases par rapport à ce que j'aimerais faire désormais, puisque voilà, c'est un métier où là, ce que tu fais est davantage tangible, tu vois le résultat direct de ton action, justement. Et en plus de ça, il y a quand même un confort financier que je trouvais intéressant aussi. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est pas négligeable. Ouais. Et donc du coup, tu as fait une formation avec Pôle emploi. Et pour toutes les personnes, puisqu'il y a beaucoup de personnes ces dernières années, on va dire surtout depuis le Covid, d'un coup, la tech a été beaucoup mis en avant, l'IT, et beaucoup de personnes ont fait des reconversions. Donc, toi, à ton niveau, tu as fait la formation avec Pôle emploi, mais quels ont été tes obstacles? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui essayent de faire des reconversions et ça ne marche pas du tout. Donc, qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a aidé à réussir dans ta reconversion? Alors, déjà, la formation, du coup, finalement, je l'ai pas faite avec Pôle emploi. je me suis fait jeter. J'avais oublié. Moi, j'ai commencé ce parcours avec un échec et j'en ai eu plein. Voilà. On est là pour être honnête aujourd'hui. Non, vraiment, sincèrement, j'en ai eu plein, en fait. Et maintenant que tu me poses cette question, je me dis, c'est vrai que mon parcours a commencé par un échec puisque j'ai essayé d'intégrer une formation proposée par Pôle emploi via un dispositif qui s'appelle la POEI, qui est en fait un dispositif où, en gros,
une entreprise propose du coup enfin, vous propose une formation et accompagnée d'une embauche, quoi. Et qui peut même se faire en CDI d'ailleurs, l'embauche en question. Et la formation, elle peut être prodiguée par un organisme de formation. D'ailleurs, je connais des personnes qui ont réussi à faire une POI, mais pour moi, ça n'a pas Ouais. fonctionné parce que quand j'ai postulé en l'occurrence, c'était une ESN que vous connaissez bien toutes et tous, qui proposait une POI. Eh ben, ils m'ont gentiment dit non. Ils m'ont dit non, nous, on veut que des profils, donc soit issus d'une formation scientifique, en chimie, en Mmh. physique, etc., soit qui a déjà fait une première formation courte, en fait, au minimum. Donc moi, je remplissais aucun de ces critères et je me rappelle encore d'ailleurs de l'air très, très dubitatif de la personne qui m'avait reçue en entretien, à qui j'avais parlé de programmation orientée objet sans trop savoir ce que c'était. Mais bon, j'étais motivée, quoi, mais ça n'avait quand même pas du tout pris. Euh, donc ça, je pense que c'est important de souligner en fait que les échecs jalonnent de fait énormément les parcours de personnes en reconversion tout particulièrement. Déjà à l'époque, en 2019, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'était déjà très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des formations et sans pour autant en fait trouver un emploi. Hein. Et, Mmh. euh, et aujourd'hui, ça l'est encore plus évidemment parce qu'on est dans un contexte de crise. Voilà, il y a des éléments, des facteurs externes aussi qui font que c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce qui a fait que, en dépit de tous ces échecs, j'ai eu, C'est là où j'allais en venir, ouais. ouais, et puis voilà, j'ai vraiment cette belle opportunité de pouvoir vivre ce métier. C'est d'une part le fait d'avoir ajusté en fait, d'avoir ajusté le tir après chaque échec. Donc déjà, le premier ajustement que j'ai fait après le fait d'avoir été rejetée du parcours de POI, c'est que je me suis dit, bah ok, j'avais discuté avec une femme qui, elle, avait été prise d'ailleurs dans cette POI, qui m'a dit, bah moi j'ai fait la Wild Call School, donc je te recommande une de ces formations. Moi j'ai finalement fait au clock. Et déjà, ça c'est sûr que ça m'a permis d'avoir un pied dans plus de processus de recrutement, on va dire ça comme ça, après avoir fait cette D'accord. formation. Et encore, je me suis pas mise à postuler juste après la fin de la formation. J'ai pris 6 mois pour pouvoir faire un portfolio, pour pouvoir aussi me former en qualité web et pour pouvoir préparer le titre professionnel qui était proposé aussi hein, par la formation. Et donc, ça a été quand même un temps d'acquisition, du coup, aussi de connaissances supplémentaires et de pratiques. Et puis, après ça, parallèlement plutôt à ça, j'ai énormément posté sur LinkedIn. Je postais une fois par Ouais. semaine un post technique sur LinkedIn, et pas que d'ailleurs, un post aussi, par exemple, qui décrivait ma vie de dev, qui va par exemple à un événement, et du coup, après, je faisais un retour d'expérience de l'événement. Voilà, je Mmh. proposais des posts vraiment très diversifiés. Et puis j'avais aussi posté mon portfolio, je me rappelle, sur LinkedIn, et j'avais eu pas mal de visibilité. Et j'ai une demi-douzaine comme ça de recruteurs qui sont venus du coup me contacter en MP. Donc je dirais quoi, il y a eu ça, le fait de se préparer techniquement, de prendre plus de temps aussi pour se préparer techniquement après la formation. Et puis la visibilité du coup sur les réseaux de façon Ouais. régulière. Ça, c'est une combinaison qui m'avait vraiment bien aidée pour pouvoir décrocher du coup mon premier poste à peu près, en l'occurrence, 3 mois après avoir commencé à postuler, Ouais. à peu près. 3 mois, moi, je dirais que c'est rapide puisque j'avais, rencontré pas mal de personnes qui avaient fait des bootcamps et qui, en effet, après 1 an, n'avaient toujours pas, trouvé le poste parce que aussi, c'est aussi, pour les entreprises de prendre des personnes qui sont en reconversion. Je sais que ça aussi, c'est un gros travail pour une entreprise d'avoir l'esprit ouvert, en fait. Parce que les personnes en reconversion, tu es pas junior, t'es pas senior dans le nouveau job que tu veux faire, mais tu apportes quand même beaucoup de choses. Et il y a une chose dont tu viens de parler aussi, que quand tu cherchais du boulot, tu as aussi beaucoup partagé ta vie de dev. Et ça t'est venu comme ça, tu as rencontré quelqu'un, parce que moi, dans tout ce que tu viens de raconter, là, je sens aussi que, je comprends aussi que tu as networké. Donc, comment tu t'es lancé en fait? Parce que c'est aussi dur, ça, de te dire, voilà, Mm. j'ai eu une carrière avant, je décide de changer de boulot. Donc, tu es un peu entre les deux. Et il faut quand même que tu te mettes, entre guillemets, sur la place publique, quoi. Pour dire, voilà, moi, je recommence à zéro, entre guillemets. Donc, j'aimerais bien que tu ça.
Ouais, bah, écoute, il y a, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, bah, alors moi, ma première expérience, s'est soldée par un échec où j'ai été virée, hein, de mon entreprise pour incompétence. Ça aussi, je tiens vraiment à le dire, c'est pour dire à quel point il y a vraiment des échecs et des échecs qui font très, 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 très mal. Mais suite à Mmh. ça, justement, là, j'ai networké comme une folle et en l'occurrence, j'ai envoyé des MP à toutes les personnes, sur Mmh. LinkedIn, que ce soit des personnes de mon réseau déjà, voilà, des personnes avec qui j'ai des relations 1er niveau comme on dit sur LinkedIn, Ouais. aussi bien que des personnes que je connaissais pas quoi, que j'ajoutais du coup avec, vous savez, on peut ajouter une petite note quand on demande, fait une demande de contact sur LinkedIn et à chaque fois je tirais profit des 200 petits caractères pour pouvoir faire en sorte que la personne m'accepte et après lui demander s'il y avait du travail dans son entreprise, enfin, me présenter d'abord, présenter mes points forts et tout et voir si, s'il y avait moyen. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon 2e poste qui était quasiment un 1er poste parce que j'étais encore très, très junior et ça, c'est ce poste-là, je le dois vraiment à Julia. Si jamais tu es là, Julia, mouah, je te fais des millions de bisous parce que vraiment, c'est grâce à toi que j'ai trouvé ce travail et Julia, en fait, c'est une personne qui a aussi fait O'Clock et en l'occurrence, j'étais intervenue dans sa promo parce qu'elle avait fait O'Clock, donc l'école que j'ai faite après moi et j'étais intervenue Mmh dans mh. sa promo, en fait, pour pouvoir, témoigner grâce à un professeur, qu'on avait en commun et avec qui ça avait vraiment bien matché et Julia, du coup, avait eu un bon feeling quoi, une bonne impression de moi et puis c'est ça, ça m'a permis du coup quand je lui ai envoyé un message de se dire: «Ah bah tiens, c'est oui effectivement, cette personne je lui fais confiance, je la connais» et après derrière de me dire: «Bah oui effectivement on recherche, une personne quoi, à un poste de dev» et Ouais. c'est comme ça que j'ai pu intégrer, bah l'entreprise où j'ai vraiment fait mes armes qui s'appelle, Mes aides publiques quoi donc je dirais que ça aussi c'est vrai, c'est intéressant ta question parce que ça m'amène à dire en fait si vous pouvez intervenir dans des écoles, vous allez laisser une bonne impression du coup à un certain nombre d'élèves pour même juste partager votre expérience de personne qui Mmh. vient de vivre une formation, hein. Vous avez même pas besoin d'avoir une expérience professionnelle pour pouvoir aller, nécessairement témoigner, je pense. Mais ça peut Ouais. être un bon moyen aussi de réseauter, d'aller contacter des écoles en leur disant: «Voilà, moi j'aimerais bien partager mon expérience, que ce soit celle où vous avez effectivement effectué votre formation ou bien d'autres» et puis en fait, c'est une manière aussi de constituer un réseau qui va présenter de la valeur à des moments, que vous pouvez pas forcément prévoir en avance, mais qui sont cruciaux pour vous par la suite. Ouais. Non, très bonne réponse, c'est assez intéressant, ouais, en effet, il faut réseauter. De toute façon, on vous le dit tout le temps, dans l'audience, il faut réseauter, ça sert toujours. Tu sais pas quand est-ce que tu auras besoin de quelqu'un. Ouais. Donc, bah, en tout cas, merci. Maintenant, on va passer à donc nous sommes des femmes noires. Oui. Voilà, nous sommes des femmes noires, tu vis en France. Hem, Tu es rentrée, tu as fait une reconversion. Déjà, c'était pas facile. Bon, comme tu dis, ça a commencé par un échec. Mais est-ce que tu as senti des obstacles particuliers du fait que tu étais une femme noire, en tech? Puisque déjà, il y a pas beaucoup de femmes en tech en général. Mais alors après, quand tu commences à voir au niveau de l'ethnicité, c'est encore pire. Donc, est-ce que tu as, quelque chose à partager à ce niveau-là? Oui. Alors, en tant que femme noire, dans la tech spécifiquement, alors je vais avoir 2 discours, on va dire. Mmh. Donc le premier qui est vraiment très individuel et qui va concerner mon expérience dans la tech. J'ai eu pas mal de chance parce que c'est vrai que mes expériences de discrimination, je les ai pas vraiment connues essentiellement dans la tech. Lors de ma 2e vraie première expérience du coup, chez Mes aides publiques, j'ai été, vraiment accueillie avec, beaucoup de gentillesse, de sollicitude, de la part de mes Mmh mh. collègues quoi et donc voilà, on était une toute petite équipe, j'étais la seule, noire et la seule femme noire, clairement. Mais bah, là, il se trouve que ces personnes-là, faisaient preuve de respect à mon égard et puis, Mmh mh. et ont vraiment pris le temps de me mentorer alors que moi, justement, j'avais une attitude, on en reparlera par la suite, qui était plus que discutable en vrai. Et justement, c'est ça qui est fou et je me dis: «Ah waouh» et puis là où je travaille en plus aujourd'hui, alors là encore moins, je suis dans une équipe où, j'ai énormément de chance en fait, je suis dans une équipe qui est extrêmement diverse d'un point de vue ethnique et aussi de genre et heu et la culture d'entreprise dans son ensemble est quand même
franchement saine, je trouve, Mmh. peut-être par rapport aussi à d'autres espaces, parce qu'il me semble qu'on n'a pas de réunion après 17 h. On a beaucoup de sensibilisation contre les discriminations, alors pas forcément toujours axées, noires, mais aussi d'autres types de Ouais. discrimination. Mais du coup, ça peut peut-être amener aussi à une ouverture d'esprit, un peu plus générale chez les personnes qui sont employées dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des outils pour pouvoir remonter des agressions, par exemple. Donc on a vraiment, Mmh. une culture d'entreprise qui est présente pour pouvoir, bon, lutter contre des problèmes, on va dire ça comme ça. Et de fait, c'est vrai que dans la tech, j'ai eu beau réfléchir, hein, je me suis dit: «Attends, quelle dinguerie là!» Ou même, microagression, je pourrais répertorier quoi, parce que je voyais pas trop. Mais par contre, avant ça, oui, oui, j'ai eu une expérience malheureusement de femme noire tout à fait classique dans le monde du travail, Mmh. où, tu as, des choses, plus ou moins subtiles du style un boss qui, te confond, systématiquement avec la seule autre noire de la division, tu vois? Ah bah oui, typique. Et là aussi Typique, comment? quoi. Oui, tu vois? Alors que vous avez rien à voir, tu vois? Même physiquement, vous êtes différentes et vous l'êtes suffisamment pour pas être confondues, tu vois? Mais bon, voilà, on vous confond et puis après quand tu oses le remonter: «Non, mais» tu vois? Les gens sont dans le déni, quoi, au lieu de reconnaître en fait, Ouais, voilà. Mmh. c'est pire que tout parce que c'est du gaslighting. Donc ça, oui, j'ai connu des propos beaucoup plus dingues. Moi, je me rappelle d'un boss, par exemple, dans une autre structure qui, en plein séminaire, dit, «Ah non, nous, on n'est pas des nègres, nous, quoi». Et le mec, il nous a fait une guerre. Et j'étais mais ouais, je savais que c'était une personne déjà, très peu recommandable, mais alors là, aller jusque-là, c'est ça qui est fou, même de la part de personnes qui sont abjectes et tu le sais, tu vois? Tu finis pas Bah, d'être tu es surprise. toujours tu es toujours surprise puisque Ouais, même si tu le sais, tu dis quand même: «Il faut avoir un certain culot», quoi. Surtout si tu dis: «Ça, c'était en plein séminaire», bon, faut avoir ouais, un certain culot, donc ça surprend toujours ouais, ouais, ouais. et hem et donc j'imagine que vu que tu l'as déjà vécu avant, de toute façon, tu as fait ta reconversion, donc tu étais préparée. Mais comment tu as su gérer pour pas tomber dans, bah, pour pas tomber dans un moment où tu es un peu déprimée, enfin, c'est assez violent quand même. Donc, quel conseil tu pourrais donner à, bah, une femme noire, qui est dans le monde du travail, en fait, même en dehors de la tech, en général, à ce niveau-là, tu vois? Quels conseils Vraiment, tu donnerais pour ouais, avancer? ouais. Viser au maximum des entreprises, où la culture d'entreprise, ça sera jamais parfait, hein, je préfère vous le dire, d'accord? Même si vous trouvez vraiment l'entreprise, la plus idéale possible, vous allez quand même rencontrer du racisme ou bien avoir, vous, des mécanismes d'autodéfense, si vous voulez, parce que, voilà, malheureusement, quand on est une femme noire, ça veut dire que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on vit sur cette planète et qu'on subit des injustices. Donc, quand bien même vous auriez en face des personnes qui sont vraiment très correctes, etc., on intègre tellement de mécanismes de préservation de soi qu'on est empoisonné, en fait, par ça, quoi. On est sur la défensive, par exemple, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça sera jamais complètement parfait. Mais vous pouvez quand même faire en sorte de vous Ouais. retrouver dans des environnements où vous aurez le moins d'agressions possible. Donc, essayez au maximum de viser des entreprises qui ont une culture, effectivement, qui vise vraiment à combattre les discriminations, notamment via des conférences. Si ces entreprises organisent régulièrement des conférences où elles invitent des personnes racisées, des femmes racisées, ça, Mmh. c'est un très bon signal. Si l'entreprise, par exemple, au cours des entretiens que vous faites avec elle, vous pouvez lui demander: est-ce que vous prévoyez des formations de vos managers tout particulièrement, et même aussi des collaboratrices et des collaborateurs en général, pour les sensibiliser à, aux problèmes de discrimination. Est-ce que vous avez, là j'en parlais aussi, des outils pour pouvoir remonter des agressions, à quel point ils sont utilisés? Voilà, vous pouvez vraiment faire votre due diligence pour, euh, pour détecter les entreprises dans lesquelles vous serez le plus susceptible d'être à l'aise, que ce soit donc au cours de ces processus de recrutement, mais aussi peut-être en vous renseignant sur Glassdoor ou bien en interrogeant des personnes qui y sont déjà employées sur LinkedIn, par exemple. D'accord. Ouais, Ouais. ça se tient. Alors, une question aussi qui est souvent posée, surtout quand tu es en reconversion, est-ce que tu as déjà ressenti le syndrome de l'imposteur? Donc au-delà d'avoir vécu certaines choses, en général dans ta carrière parce que tu étais une femme noire, là, c'est vraiment une question sur ta légitimité. Combien de temps, en fait, il t'a fallu, en fait, pour te dire, «Ouais, non, je peux faire ça»? Mhm. Oui, ouf. Bah là, je parlais un peu plus tôt de ma toute première expérience où je me suis fait virer parce que j'étais incompétente. Mmh mh.
Donc tu penses bien après ça, j'avais le moral, râlait pas crête et c'est vraiment un euphémisme de le dire, hein. J'étais au plus bas. Je me disais: «Mais en fait, tu es une merde» et je me disais ça tout le temps: «Tu es une merde, tu es une merde, tu es une merde, tu es une merde, c'est horrible. Tu t'es fait virer et tu t'es fait virer parce que tu es nul, mais c'est abominable». Enfin, moi, je me rappelle que les personnes avec qui je travaillais, enfin, mon une des personnes avec qui je travaillais m'avait dit, «Mais je comprends pas comment tu peux pas réussir à faire ça, moi j'ai des gens qui sortent de 42 et qui y arrivent et tout». Enfin, tu vois vraiment le truc, donc Ah clairement oui, je me quand suis dit: même. «Bah oui, donc je suis nulle» et effectivement, je constatais très bien que j'arrivais pas à faire, ce qu'il me demandait. En plus, il fallait le faire vite. J'étais la seule dev de l'équipe. C'était vraiment c'était terrible. Je souris, mais je souris, de nervosité clairement. J'étais vraiment très, très mal et j'ai même consulté une psy pendant plusieurs Mmh. mois pour débloquer donc déjà ça peut aider, tu vois? D'aller en Ouais. thérapie. Vraiment, je recommande à tout le monde, si vous avez la moindre difficulté qui vous pourrit la vie, comme moi ça a pu être mon cas, par rapport à ce syndrome, vraiment allez consulter si vous le pouvez et en plus de cela, du coup, ce syndrome en fait, c'est déversé malheureusement sur mon expérience d'après. La fameuse expérience où j'ai été pourtant mentorée, couvée, vraiment l'expérience idéale pour une personne junior. Puisque en fait, je suis rentrée dans cette expérience avec cette conviction que j'étais une merde, quoi. Et donc je me planquais, quoi. C'est comme ça que je vivais mon syndrome de l'imposteur. J'osais jamais poser de questions, je n'osais jamais partager mes difficultés et je voulais à tout prix prouver que j'étais pas une imposteur, en voulant prouver que j'étais capable de faire par moi-même, quoi. Tout ce qu'il faut pas Ouais. faire. Non, mais même quand tu es bon d'ailleurs ou bonne, hein, en dev, il faut s'il y a bien quelque Oui, chose qui non, va c'est ce qu'on entend toujours, ouais, il faut toujours poser des questions, il faut pas hésiter. Mais, voilà. il y a quelque chose que tu viens de dire sur cette expérience où, bah, où tu as été déclarée incompétente. Est-ce que Mmh, tu penses que, hem, c'est qu'ils t'avaient pas bien accompagnée? Parce que quand même, on va rappeler, tu venais d'une reconversion. Donc mmh. ça, c'est quand même, entre guillemets, traité, ça devrait être traité différemment. Tu sors pas d'une école d'ingé, tu as pas étudié ça pendant je ne sais combien d'années. Est-ce que tu penses que je vais pas te demander si tu penses qu'ils avaient raison, mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait dans cette entreprise avant d'en arriver clairement à, bah, juste se séparer de toi? Aujourd'hui, Mmh. quand tu y repenses avec le recul. En fait, c'était pas une entreprise dans laquelle enfin, c'était une entreprise, si tu veux, qui voulait uniquement une personne, en tout cas à ce moment-là, en Mmh. développement web. Donc déjà ça, te retrouver seul dev, alors que tu sors d'une reconversion, Mmh mh. d'une formation courte, c'est quand même, faut avoir les reins Compliqué. vraiment bien accrochés et on va pas se mentir, de façon générale, c'est absolument pas recommandable, en fait, de se retrouver dans ce genre de configuration. C'était un poste qui était plutôt destiné à une personne senior, heu et voilà. En vrai, je vois mal comment je pourrais recommander à une personne dev d'accepter un poste, de faire la bêtise que moi j'ai faite, d'accepter un Mmh mh. poste où elle ou il sera seul, en fait. Elle sera seule, en l'occurrence, Ouais. c'est ça, c'était un vrai problème, en fait, en soi. Donc est-ce que l'entreprise aurait pu faire autre chose? Bah, oui, peut-être embaucher, bah, une personne senior, effectivement, avec qui j'aurais pu travailler en binôme et là, ça aurait changé les choses, bien évidemment, puisque là, on aurait travaillé ensemble sur, les problématiques de l'entreprise en question et notamment sur cette fameuse feature devant Ouais. laquelle j'ai déclaré forfait et je pense aussi que c'est peut-être la peur, quoi, clairement. C'est la peur aussi qui a dû brouiller mon esprit, hein, sans vouloir, comment dire? Imaginer que, j'aurais pu avoir les compétences et tout, devant cette feature complexe pour pouvoir vraiment la gérer de A à Z sans problème. Mais disons que je suis convaincue quand même que le fait d'avoir eu peur, ouais, ça a joué aussi. Donc et si j'avais eu un senior bienveillant ou une senior bienveillante, en face de moi, ça aurait peut-être pu débloquer certaines choses et me faire voir en fait, certaines solutions, quoi. Ça Ouais. peut-être, ouais, un accompagnement et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'il s'est produit dans mon entreprise d'après, où j'ai Mmh mh. été la seule dev front parce que du coup, j'avais été embauchée à un poste de front, mais ça a duré 2 semaines en fait parce que l'équipe en question avait prévu d'embaucher aussi un dev senior front et c'était voilà, on travaillait vraiment en binôme et oui, du coup, j'ai eu une expérience complètement différente. Malgré son imperfection d'ailleurs, mais complètement différente quoi. Ça a duré 2 ans et c'est moi qui suis partie. Là, j'ai pas été virée donc donc voilà, ça change tout. Je dirais que ouais, ça oui. Non, mais c'est bien, au moins tu as rebondi, ça c'est le plus important. Et j'ai bien aimé tes conseils. En effet, si tu as besoin peut-être de thérapie, faut surtout pas avoir peur en fait. C'est la peur qui bloque tout.
qui te paralysent dans des situations et puis après quand tu y repenses, tu dis: «Mince, en fait, j'aurais pu faire ça, ça, ça», Mmh. mais surtout il faut pas se, comment dire ça? Il y a une expression en anglais, mais il faut pas se beat down. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Dévaloriser, quoi. après le coup, quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. Mmh C'est ça, mh. donc c'est bien, tu as su rebondir. Là, je vois que tu excelles. D'ailleurs, on va arrêter de parler de choses entre guillemets «négatives». On a appris nos leçons. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle a été ta plus grande réussite professionnelle? Donc tu dis que tu as parlé de «Alors on dev» Mmh et mh. je sais que tu as écrit un livre aussi. Donc est-ce que tu peux bon déjà, quelle a été ta plus grande réussite professionnelle? Et puis après on peut parler de ton business Ouais, aussi. c'est bien parce que du coup, ça fait un bel enchaînement avec le syndrome de l'imposteur parce que comment réussir à le combattre du coup, ce fameux syndrome, quoi? Comment réussir à aller au-delà et à vivre vraiment pleinement, de façon aussi positive que possible, son expérience en tant que dev? Moi, la clé, ça a été d'acquérir une bonne assise, enfin, de bonnes connaissances théoriques de base, quoi, Ouais. fondamentales, on va dire. Pas trop fondamentales non plus, mais je Mmh dirais, mh. suffisamment fondamentales par rapport au scope de voilà, mon scope d'intervention, qui est, du dev front-end, donc voilà, bon, en l'occurrence, Mmh. c'est React, Next, pardon, Jest aussi d'ailleurs. Enfin voilà, avec une stack un peu classique finalement de front-end, quoi. Et le fait d'avoir, en l'occurrence, vraiment bossé les principes solides. Donc voilà, des principes Ouais. vraiment pour pouvoir faire du clean code, du code propre. Ça a permis vraiment de structurer mon esprit, ma démarche, de développement web, quoi, et d'alléger beaucoup ma charge mentale et de voir beaucoup plus vite comment je peux, mettre en place une feature, faire un refactor, faire un debug, enfin vraiment toutes les tâches de développement web, d'avoir une vision, quoi, en fait, à chaque fois que j'ai Ouais. quelque chose à faire en développement web, j'ai tout de suite une vision qui se met en place et ça, c'est grâce à l'acquisition de ces fondamentaux-là, quoi. Même si j'ai été vraiment très bien mentorée lors de ma deuxième expérience, c'est vrai qu'il me manquait, je pense, ça, vraiment, cette espèce de bible, en fait, à laquelle, me raccrocher à chaque Mmh mh. fois que je dois faire quelque chose, quoi. Et ça m'a permis effectivement, une fois que j'ai vraiment acquis ça, ça a vraiment débloqué quelque chose en termes d'attitude aussi, du coup, derrière. Pourquoi? Parce que moi, je me suis dit: «OK, maintenant j'ai des outils pour savoir quel choix technique, opérer et derrière pour pouvoir les justifier et donc pour gagner vraiment en crédibilité auprès de mes collègues, auprès de mes pairs, quoi». Mmh Et mh. heu et donc j'arrive à mieux communiquer puisque je sais que ce qui va sortir de ma bouche, ça aura de la valeur, ça sera bien perçu, ça sera perçu comme quelque chose Ouais. qui va vraiment être important, intéressant, pour faire avancer les sujets, tu vois, en entreprise. Et donc je suis rentrée dans cette espèce de cercle vertueux où en fait, la technique m'a permis d'avoir de meilleures enfin les la bonne, acquisition de hard skills m'a permis de bien déployer mes soft skills, quoi, et notamment au niveau de la communication. Je me suis vraiment mise à super bien communiquer, quoi. Mmh mh. Chose qui s'est malheureusement plutôt produite du coup là dans ma dernière entreprise. C'est surtout elle qui en tire du coup les fruits. Mais c'est vrai que mais ça a tout de suite pris en fait. Moi, j'ai jamais eu de problème de communication dans ma dernière boîte. Je suis sûre que mes collègues seraient très étonnés de se dire: «Ah ouais, toi tu galérais à communiquer avant?» Ouais. Bah oui, en fait, mais c'est parce que j'ai eu ce shift-là de voilà, d'acquisition vraiment de principes, théoriques. Et pourquoi d'ailleurs je m'y suis mise? Parce que j'avais décidé de changer de job. Je me dis: «OK, là, Oui, il est bah temps oui. de changer», et puis je me suis bien rétamée. Encore des échecs! Allez, encore des échecs aux tests techniques, les fameux. Ah non, Ouais. d'abord, entre les ghostings, en plus tu te dis: «Mais ça y est, maintenant je suis dev confirmée». Ah, rien à F, hein, parce que, Mmh mh. pris des bons ghostings, même au bout de 7 étapes, tu vois, dans des processus de recrutement. Tu imagines, tu as fait 7 étapes et Étape, à ouais, chaque c'est fois énorme. on te dit: «Ouais, tu es top, c'est super» et après on te ghost, quoi. Ouais. Horrible le truc. Et donc non, non, plein de ghosting, plein de luttes. Heureusement, comme j'ai été très accompagnée, voilà, par des personnes qui m'avaient recommandé, super Mmh. agence de recrutement aussi, qui m'a accompagnée pour pouvoir avoir mon dernier poste qui s'appelle The Alliance. Donc en fait, comme à chaque fois, j'avais des super intermédiaires pour me soutenir, j'ai quand même pu avoir des feedbacks après les ghostings. Mmh Mais, mh. voilà, ça a été quand même une sacrée galère. Et donc je me suis dit: «Bah, là, j'ai plus envie de fail, en fait. Je veux pas fail mes tests techniques, je veux faire les choses bien». Et c'est ça qui a fait
que je suis vraiment lancée dans l'acquisition de ces compétences-là, notamment en principe solide, clean code, principe RAI. Enfin, vraiment, je me dis, OK, je vais vraiment apprendre des tas de choses qui vont vraiment me différencier, en fait, qui vont vraiment faire quoi. Je vais citer de la doc, mais des lignes hyper précises, quoi, pour pouvoir étayer tout ce que je propose, en fait, quoi, dans mon test. Je vais vraiment y aller à fond, à fond, à fond, et je vais lire. Je vais lire Kenzie Dodds, qui est le fondateur de Testing Library. Je vais lire vraiment des sommités du web. Robert C. Martin, qui justement a vraiment contribué à développer ces principes solides. Je vais lire toutes les docs, React, TypeScript, Jest, Testing Library, ESLint, Prettier. Wow. Lire, et je vais faire en sorte et je vais lire et lire encore pour vraiment faire des trucs de ouf. Et c'est ce qui s'est produit. Donc déjà, ça m'a permis de réussir mes tests. Et après, ça m'a permis d'aborder vraiment très sereinement, du coup, là, ma dernière expérience, que ce soit d'un point de vue technique ou bien d'un point de vue communicationnel, quoi. Et ça, du coup, mon syndrome de l'imposteur, bon, il n'est pas complètement évaporé, mais clairement, il a rien, il est quasi, enfin, peau de chagrin, quoi, par rapport à ce que j'avais avant, quoi. Ce que j'avais il y a 4 ans, on va dire. Rien à voir. Je suis beaucoup plus sûre de moi, je suis beaucoup plus à l'aise. Et ce cercle vertueux est vraiment, vraiment très, très bien en marche et très bien en marche, pardon, et très bien huilé, quoi, parce que mes collègues derrière me respectent beaucoup. Enfin, ils valorisent vraiment ce que j'ai proposé. Donc, du coup, bah, ça nourrit ma confiance et ça éloigne ce syndrome de l'imposteur. Donc, ouais, l'acquisition de la technique, ça aide énormément. Ah ben, j'imagine, bah, comme tu es dev, tu n'es pas dans des fonctions non plus qui sont en support en fait de la tech, ce que tu faisais un peu avant, parce que tu savais pas, tu as envie d'avoir du contrôle. Donc tu es obligé de maîtriser la technique, quoi. Non, c'est très bien. D'ailleurs, c'est très beau ce que tu dis. J'ai envie de mentionner quelque chose par rapport à ça, parce qu'effectivement, ce que j'avais aussi comme frustration dans mes carrières d'avant, parce que finalement, je l'ai fait plusieurs fois, Ouais. c'était aussi, donc non seulement ne pas être aux prises avec vraiment ce qui se faisait, mais aussi le sentiment de ne pas, de rien savoir faire, quoi, en fait, par moi-même. Ouais. Donc oui, j'avais aussi un syndrome de l'imposteur finalement avant par rapport à ça, en me disant, mais moi, quoi, enfin, quel est mon impact, en fait, finalement, j'en ai pas. Est-ce que je fais, j'ai pas l'impression que ce soit très valorisé ou très valorisable non plus. Donc, et ça, c'était difficile de développer une confiance en soi professionnelle dans ce contexte-là. Tandis que là, c'est vrai que le dev, ok, bien sûr, tu peux avoir un syndrome de l'imposteur, mais ça, c'est clair. Mais par contre, c'est un métier qui se prête davantage au fait de l'assassiner, quoi, ce syndrome-là, parce que c'est très concret, en fait. Tu sais concrètement ce que tu sais faire, quoi. Tu l'identifies, enfin, tu vois, facilement. Et les autres aussi peuvent l'identifier facilement. Ouais, voilà. Et surtout que si tu vois que tu as un manque quelque part, comme tu dis, tu as décidé de lire sur Next, React. Enfin, je veux dire, tu peux combler ce manque. Oui. Donc, tu as des solutions en fait qui se dessinent. Tu vas pas juste rester comme ça paralysé. Oui, Voilà. exactement. Ouais. C'est très, très concret, ouais, comme tu dis. Ouais. Et après, tu me demandais par rapport à alors on dev, du coup. Oui, alors mon dev. Et donc, bien, on essaie de raconter une histoire. Donc, l'enchaînement logique de tout ça, c'est quoi? Je rejoins ma dernière entreprise, ça se passe bien, et je me dis, mais attends, moi, j'ai trop galéré là pour pouvoir intégrer cette boîte. C'était trop violent, quoi. Et je dirais même qu'en fait, ma recherche en tant que dev confirmé a été plus violente qu'en tant que dev junior. C'est ça la dinguerie, quoi. Les attentes étaient plus élevées aussi, en fait. Ça, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Mais c'est vrai qu'au niveau des tests techniques et tout, on en attend plus. Parce que, là, niveau plus élevé, salaire plus élevé, etc. Et donc, je me suis dit, non, en fait, là, il faut vraiment que tu partages quelque chose qui peut vraiment maximiser véritablement les chances des gens, non seulement d'avoir un poste, mais aussi de se sentir vraiment bien en entreprise, quoi. Parce qu'ils auront une bonne assise technique et que du coup, ils auront la confiance pour pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent et voilà, et intervenir, en fait, tout simplement, tu vois, prendre la parole, quoi, sereinement. Et donc, c'est là où je me suis dit, OK, je vais écrire un livre, en fait. Je vais écrire un livre avec tout ce que j'ai appris pour réussir ces fameux tests techniques et pour coder proprement en développement web, quoi. Et donc, je me suis lancée dans la rédaction de ce livre. Ça m'a pris 1 an. Ça m'a demandé beaucoup de discipline, quoi. Et puis, du coup, j'ai réuni, en fait, toutes ces
toutes ces informations que j'avais collectées, toutes ces lectures, je les ai organisées en 37 chapitres et il y a tout dedans, quoi. En fait, le livre, en gros, on va construire ensemble une application typique des tests techniques. Voilà, de A à Z. On fait tout ensemble depuis la formulation des fonctionnalités, des user stories, du coup, pour vraiment organiser son travail, jusqu'aux tests unitaires et d'intégration, en passant par comment tu structures, du coup, ton code, comment tu le sécurises avec du linting, donc avec ESLint et avec du code formatting Prettier, comment tu abordes TypeScript, même si tu n'en as jamais fait avant, comment tu mets en place des chemins absolus, enfin vraiment plein de choses comme ça auxquelles on ne pense pas du tout d'ailleurs dans les tests techniques, parce qu'il y a aussi ce truc de se dire « Oh, c'est un test technique, bon, je vais faire un petit truc un peu vite fait, voilà, j'ai pas besoin d'aller trop loin puisque c'est une petite app que je crée. » Mais en fait, non. Le piège, c'est qu'il faut coder comme si tu étais déjà en entreprise, comme si en fait tu t'adressais à 10 000, 100 000, 1 million d'utilisateurs. Donc, ça peut sembler complètement overkill parce qu'en fait, tu vas faire 3 features puisque c'est un test technique, mais on s'en fout. Il faut vraiment que tu mettes en place des choses, de la configuration, en l'occurrence, de ton code, comme si c'était un vrai code d'entreprise en production, quoi. Et donc, c'est vraiment tout ce que j'ai mis, du coup, dans le livre, quoi. Ben voilà, tout ce à quoi il faut vraiment penser, comment le faire, en vulgarisant à fond, parce que ça aussi, c'est un problème. Moi, là, je me suis dit, il faut que j'écrive ce livre. Pourquoi ? Parce que moi, les lectures que j'ai faites, mais je te dis même pas comment, je me raconte même pas comment j'ai galéré pour comprendre, en fait. Comprendre ces lectures, comprendre ces livres, comprendre tous ces mecs qui parlent à un club d'initiés, en fait. Et toi, quand tu es là, tu débarques, tu n'as pas les codes, littéralement, enfin, c'est hyper compliqué, du coup, de rentrer dedans. Tu te dis, mais je comprends rien. Et ça te met en panique. Tu te dis, mon Dieu, mais c'est terrible, en fait. Je vais jamais être capable de vraiment maîtriser mon boulot. Donc, j'ai vraiment pris le temps de trouver des moyens de comprendre énormément. Et puis, du coup, je me dis, OK, je vais vulgariser, en fait. Je vais faire en sorte que tout le monde puisse comprendre ce qui est marqué dans ce livre. Que tu sois junior, tout frais sorti de formation, ou même encore en formation, jusqu'à une personne avec un profil plus confirmé qui va se dire « Ah ouais, j'ai jamais pensé à faire ça, en fait. Ah, c'est pour ça que je me fais tège systématiquement des recrutements. » Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de donner des pépites pour que derrière, vraiment, tu fasses mouche direct dès la première prise de contact avec un recruteur, que tu puisses lui sortir un truc, justement, voilà, une citation, quelque chose, ou un principe, une notion que d'autres n'ont pas forcément évoquée, et puis la personne en face va se dire « Ah !» En fait, c'est ça qu'il faut provoquer, c'est le « Ah !» Et donc, c'est ça que je me suis dit, il faut que je mette ça dans le livre et il faut absolument que je le publie parce que moi, en fait, j'ai appliqué ce livre et puis ça a fonctionné, en fait. Donc, c'est super important de pouvoir partager ça parce que je sais que c'est super dur de trouver, je sais. En tout cas, félicitations. C'est un très beau travail. Et donc, je ne demande pas encore sur l'édition numéro 2 avec des nouvelles techniques. Ça, non, pour l'instant, en fait, ce qui est chouette avec le livre, c'est que moi, ce que je voulais, c'était aussi sa pérennité, quoi. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui fonctionne à tout moment. Et j'ai orienté vraiment le livre, du coup, bien sûr, on utilisait technomodernes, etc., comme je disais, du React, etc., Mais le but, c'était vraiment de s'axer sur des fondamentaux qui aient du sens par rapport à notre métier et qui, eux, vont pas bouger, quoi. Finalement, on aura toujours besoin de respecter le principe d'inversion des dépendances pour avoir un code qui soit facilement refactorable et testable. On aura toujours besoin de respecter le principe d'injection, enfin, le respecter, mais en tout cas, du moins d'essayer d'être guidé par exemple, un principe d'injection des dépendances et de faire du dry, par exemple, vraiment de coder juste ce qu'il faut et pas plus, de faire de la ségrégation des interfaces, vraiment tous ces principes-là, on en aura toujours besoin, en fait, quelle que soit la stack derrière, quelle que soit la version de React, si on passe à 20.01 ou 20.02, en fait, finalement, ce qui est dit dans le livre, ça fonctionne, quoi. Donc, c'est aussi clairement l'idée de faire quelque chose de robuste, quoi, et qui ait du sens et de la valeur dans le temps et qui aide vraiment, en fait, finalement, parce que c'est une Bible, en fait. L'idée, c'est ça. Enfin, je ne veux pas me présenter comme un gourou, mais disons que c'est un guide, voilà. Un guide qui puisse... Oui, c'est un guide qui t'accompagne tout au long de ta carrière de développeur, quoi. Exactement. C'est pas mal, franchement, c'est très, très beau travail. Je vais sûrement me le procurer, de toute façon. C'est une Bible, donc pourquoi pas, parce que je dois me rafraîchir au niveau coding. Et donc, maintenant que tu as fait ça,
Est-ce que là, tout de suite, tu es capable de me donner, de me dire si tu as d'autres défis assez concrets que tu veux encore relever? Est-ce que tu sais où tu vas? Comment tu vois la suite? Alors, la suite. Ben, d'un point de vue professionnel, moi, je sais que concernant le dev, je vais développer certaines expertises. Je pense que là, c'est important. C'est vrai que on se pose pas mal de questions, hein, tout le monde. On va pas se mentir. Il y a qui provoque beaucoup d'attentisme et aussi d'interrogation. On se demande comment va évoluer notre métier. Et je dirais que, bah alors là, j'ai déjà dit, moi, je pense que dans tous les cas, avoir des fondamentaux, je pense que c'est une valeur qui est importante et sûre finalement, quoi, parce que ça permet d'aborder finalement les nouveautés, quelles qu'elles soient. Et je pense que ça, c'est une manière de se préparer effectivement à toutes ces évolutions. Et après, il y a donc moi j'ai beaucoup, enfin, je l'utilise tous les jours, hein, clairement, voilà, de l'IA générative pour m'accompagner dans du code et même savoir créer des features boostées à l'IA, quoi. Donc Mmh. vraiment manipuler des librairies comme LangChain, par exemple, qui permettent de mettre en place des features comme par exemple déjà typiquement un chatbot, mais ton propre chatbot à toi, à qui tu vas filer un contexte précis, un document, j'en sais rien, moi, ou des données, je sais pas, d'une organisation, par exemple d'un Discord ou j'en sais rien, et tu te dis, bah ouais, mon IA, je veux qu'elle soit capable de me répondre uniquement sur ça, sur cette thématique-là, sur les messages, par exemple, de ce Discord, ou bien sur ce livre, ou sur ce PDF, ou peu importe. Et voilà, apprendre aussi du coup à utiliser toutes ces librairies, Pinecone, LangChain par exemple, et construire son propre chatbot, par exemple IA. Ça, je pense que ce sont des choses qu'il est bien de faire et que personnellement, du coup, je me suis donné ce défi d'explorer tout cela. Et aussi donc les fondamentaux, l'IA, et aussi certains sujets aussi qui restent très complexes, comme l'accessibilité, sachant qu'il y a des obligations légales pour les entreprises donc de proposer des sites qui soient vraiment accessibles, et qui, voilà, il y a des échéances qui arrivent par rapport à ça. Donc je pense que moi là, de toute façon, j'ai déjà commencé, j'ai la chance d'avoir la possibilité de me former et de pratiquer ce que j'apprends pour pouvoir vraiment créer des sites accessibles, et aussi tout ce qui est performance. Ça aussi, c'est Mmh. un sujet effectivement qui requiert en fait d'intervenir sur pas mal de choses dans le code. Donc je dirais, ouais, pouvoir être capable de développer des expertises sur des sujets encore très complexes et difficilement automatisables. Ça, c'est clairement une voie vers laquelle je m'oriente d'un point de vue professionnel, du coup, en termes de défis. Et Ouais. puis après, au niveau des défis personnels aussi. Ouais, pourquoi pas? Si tu veux en parler, oui. Ouais. Ben, alors moi, pour ma part, j'ai repris une activité que je faisais il y a très, très, très longtemps. C'est le chant lyrique. Et le chant lyrique, voilà, Oh, c'est c'est atypique. pratique. Ouais. Tu dis? Excuse-moi, ça a bloqué. Non, je disais, c'est assez atypique. Je Ouais, sais, c'est particulier, quoi. Ouais. ouais, non, mais voilà, c'était mon rêve d'être la Castafiore quand j'étais petite, et du coup, le Oh. chant lyrique, ouais, là, Mais tu peux toujours le faire, hein. ah bah écoute, Bah, tu peux toujours le faire. Pourquoi pas? en tout cas, là, j'ai retrouvé ma prof, donc j'ai cette chance-là d'avoir retrouvé ma prof de l'époque et on travaille ensemble et c'est génial et ça m'aide. Et en fait, je vois à quel point le dev m'a aidé à aborder cette fois-ci, cette deuxième fois, du coup, le chant lyrique, mais tellement mieux. Ça, déjà, c'est Ouais. technique aussi. Dans les deux cas, il y a une technique, il y a une partie technique qui est absolument majeure, finalement. Donc, le fait d'avoir été déjà mise à l'épreuve par le dev techniquement, ça me permet Ouais. d'aborder beaucoup plus sagement et efficacement la technique du chant lyrique, quoi, qui demande aussi beaucoup de patience, Mmh. beaucoup d'efforts, mais et une vision à long terme aussi. Tu vois, se dire, en fait, il ne faut pas que je me dise, allez, d'ici 3 mois, je vais y arriver, machin. Non, se dire, en fait, que ça va se faire par palier et ça va se faire Ouais. sur des années et des années, en fait. Donc ça, je suis très contente que le dev soit intervenu dans ma vie pour pouvoir aborder des passions comme ça, tellement mieux, quoi, finalement. Donc, ouais. Ouais, ça t'a appris la patience, quoi, parce que j'imagine, parce que j'ai fait un peu de coding et franchement, quand tu es là, tu arrives pas à faire tes assessments, bah, tu moi, ça m'est déjà arrivé, je vais rester des heures sur un truc, je peux pas le faire, je finis par abandonner. Le matin, je me réveille, j'arrive à résoudre le problème, quoi. Donc ça me rendait folle. Donc
C'est Ouais, systématique. C'est c'est systématique. ouais. Sortir le nez du code, c'est fou comme ça fonctionne, quoi. C'est tout le temps. Surtout après quand tu arrives à régler le problème, tu te dis: «Mais en fait, c'était que ça et je suis restée assise 5 heures devant là, pour rien». Donc ça te rend vraiment folle donc non, c'est bien, tu as de la patience, hein, pour faire du chant lyrique et ah, c'est très, très intéressant et une question que je pense qui est très, très importante aussi, c'est comment vois-tu l'évolution, de la place des femmes noires en tech dans les Mmh, prochaines années? mmh. Alors l'évolution, alors honnêtement, hein, là pareil, on va se dire les termes. J'ai Mmh mh. fait quelques recherches de chiffres. Bon déjà, il y a le chiffre: «Hello Bintou! Oh!» Franchement, les messages dans le chat passent, Ouais, c'est quoi déjà? Comment disent les jeunes là sur Instagram? Passe la vibe, comment? vibe check, passe le comment on Vibe dit? check, vibe check, c'est vibe check. Elle passe la vibe check de ouf. Vraiment là, les filles, vous êtes au top, vous êtes super encourageantes, c'est super gentil. Je te vois aussi Halima. Mouah, vraiment, ça fait plaisir d'intervenir auprès de personnes qui sont aussi encourageantes. En plus, je sais que vous avez beaucoup de valeur, donc vraiment ça fait super plaisir. Bon, pour le replay, je vous laisse, voilà, Hélène a répondu. Hélène C'est est derrière, elle s'en occupe. trop bien. Et du coup, tu disais, ouais, la place des femmes noires. Alors ouais, Ouais, on est là pour se dire les termes. Donc, j'ai fait quelques petites recherches de chiffres. Déjà, il y a le chiffre qu'on d'accord. évoquait, je crois, avant le live, qui est que la moitié des femmes quittent la tech avant 35 ans. Mmh mh. Et un autre chiffre aussi, c'est qu'il y a 17% de femmes aux métiers techniques du numérique. Et c'est un chiffre qui bouge très peu. Voilà, Mmh ça mh. bouge vraiment très peu, très laborieusement. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a pas mal de soucis et en fait, du coup, si on a envie que la place, et ça, c'est les femmes, hein. Oui, parce que je précise, là, tu me demandais les femmes noires. Là, Ouais, c'est ça que j'allais dire en fait, parce que là, on est sur les femmes. Ouais. parce que le problème aussi, c'est que, alors peut-être qu'aux États-Unis, ils ont sûrement des données plus granulaires et tout ça, mais c'est vrai que nous, Mmh. en France spécifiquement, évidemment, on n'a pas de statistiques ethniques, la race On peut n'existe pas, pas, on bla peut bla pas, bla. c'est assez Voilà, donc compliqué. c'est Ouais. compliqué. C'est compliqué de savoir exactement, mais c'est sûr que si les femmes, de façon générale, déjà, si les chiffres sont pas fous pour les femmes de façon générale, je me dis pour les femmes noires, bon, ça doit pas être fou non plus, quoi, finalement. Mais il y a moyen de changer les choses si on change les choses de manière structurelle, quoi. Et si ces changements-là sont portés non seulement par les entreprises, mais aussi par l'État, en fait, quoi. Et il faut vraiment faire en sorte, parce que moi, par exemple, tu me demandais, ouais, tu as eu quoi comme problème en tant que femme noire? Moi, je t'ai dit, bah, pas grand-chose dans la tech, on va dire, mais je sais très bien que c'est Mmh pas mh. du tout représentatif de l'expérience de la majorité des femmes noires, des femmes Ouais. noires. Parce que là, tu as de la misogynie noire, en voilà, tu entends des dingueries, tu vois, des collègues qui peuvent te dire, je sais pas moi, n'importe quoi. Ou bien qui vont vachement te dévaloriser, tu vois? Qui vont t'infantiliser, par exemple, Mmh mh. qui Mmh mh. vont te parler comme à une teubée, alors qu'en fait, tu es nettement plus calé sur un sujet donné, tu vois que. Ouais. Ça, c'est une vraie Mmh. réalité. Ça, ou bien des entreprises, par exemple, qui font des réunions après 17 heures, quoi. Alors que tu es une femme, en l'occurrence, Mmh euh, mh. susceptible d'avoir des enfants. Il y a quand même encore un bon paquet de femmes qui ont des enfants. Donc ça, c'est pas du tout une culture dans l'entreprise women friendly du tout, tu vois. Donc ça, il faut pouvoir détruire ces cultures-là de présentéisme et plutôt proposer de la souplesse et plutôt être axé sur l'efficacité. Regarder vraiment l'efficacité effective des personnes qui travaillent au lieu de penser à toutes ces histoires d'horaires tardifs surtout. Et puis mettre en place des politiques pour pouvoir vraiment former les personnes employées et notamment les personnes qui ne sont pas des femmes noires à la misogynie noire, parce que là, je parlais de discrimination, mais spécifiquement à la misogynie noire, quoi, parce que c'est vraiment ça qui nous concerne, quoi. Donc il faut Ouais et vraiment. c'est un concept qui est quand même encore, bah, il y a encore quand même beaucoup de monde, qui savent pas ce que c'est. Juste le terme Absolument, misogynoir, quand tu regardes des fois online, si tu vas sur Twitter, tu vas ouais. commencer à parler de misogynoir, tu as toujours des personnes qui viennent te demander, on est en 2025, qu'est-ce que la misogynoire? Ouais. Donc déjà, il y a déjà beaucoup de travail à ce niveau-là, déjà juste de faire comprendre qu'il y a des choses qui sont quand même spécifiques à des caractères ethniques. Donc Oui, parce que souvent tu vas parler de diversité effectivement. ou
parce que nous, à GTA, voilà, nous, notre focus, c'est les femmes noires. Mmh. Mais ça nous est déjà arrivé d'avoir des commentaires: «Pourquoi les femmes noires?» quoi. Alors que ça pourrait être: «Les femmes vivent de la discrimination», mais nous, on parle de ce qu'on connaît. Moi, je Mmh. suis une femme noire, Hélène, c'est une femme noire, tu es une femme noire. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on est sur ce pan-là. On aurait pu faire les femmes, mais c'est vraiment ce qui nous touche le plus, en fait. Mmh. Ouais, 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 complètement. Donc oui, en tant que femme noire, c'est ça, pour vraiment spécifiquement Mmh. accueillir de façon favorable les femmes noires et encourager leur présence, l'augmentation de leur présence en entreprise et dans la tech et sur des métiers numériques, c'est ça. Il faut vraiment former les gens à l'existence de la misogynie noire, à comment elle se déploie, comment elle se manifeste, comment il la perpétue Ouais. et pour pouvoir effectivement pour faire en sorte que ces personnes puissent identifier les moments, même par elles-mêmes finalement, où elles dépassent les bornes, ou bien identifier les moments où elles sont sur le point de le faire pour qu'elles fassent un pas en Mmh. arrière et qu'elles évitent du coup d'agresser une femme noire et que du coup la femme noire se sente bien et que du coup elle décide de rester, quoi. Parce qu'il y a Ouais. ça aussi, il y a un problème d'attraction et puis de rétention. Et c'est vraiment ces actions-là qui vont permettre d'encourager la présence, enfin l'arrivée et puis le fait que les femmes noires dans la tech et le fait qu'elles y restent, quoi, vraiment. Donc il faut qu'il y ait une véritable intention derrière dans ce sens. Mais oui, il faut une véritable intention, mais aujourd'hui, au niveau de la scène tech, française, Mmh. puisque bon, là, déjà, on vient de remarquer quand même, tu as remarqué, que c'est pas possible, en fait, d'avoir des stats, basées Mmh. sur l'ethnicité. Mmh. Donc là, telle que l'industrie tech française est, comment tu vois, en fait, au niveau des femmes noires, déjà, juste d'amener ce sujet, en fait? Ça, déjà, c'est assez compliqué. Tu peux pas juste commencer à, on va dire, tu es dans une entreprise, tu as envie de changer les choses, mais tu peux pas Mmh. juste te focus, voilà, les femmes noires, ça passera pas. Donc c'est vrai que ça aussi, ça va être quand même un Ça autre dépend, travail. ça dépend. Il faut commencer par les entreprises qui sont le plus susceptibles Ouais. d'entendre ce discours. Moi, je sais que la mienne, bon, je peux pas donner des détails de la mienne, hein, je peux pas rentrer Ah dans le bien sûr, détail, bien mais sûr, étant ouais. donné que et ça, c'est de toute façon public, le fait que ce soit vraiment une entreprise qui s'engage à sensibiliser autour de discrimination, Mmh mh. qui l'a déjà fait, du coup, je sais très bien que si en apportant le sujet du racisme, voilà, dans cette typologie-là d'entreprise, en proposant des conférences, Mmh mh. euh, le sujet est davantage susceptible d'être accepté, en fait. Voilà. Et donc, il faut commencer par des entreprises qui ont déjà montré qu'elles étaient capables d'avoir une ouverture d'esprit et Mmh mh. qu'il y ait des actions qui soient faites, du coup, par les femmes noires déjà en place, en fait, quoi, Mmh. dans ces mêmes entreprises. Je sais que c'est relou. Moi, par exemple, tu vois, quand je Ouais. m'exprime en ligne, c'est quasiment toujours pour parler de technique. Bon, je sais que c'est aussi lié à un syndrome de l'imposteur, à un racisme intériorisé, parce que je me dis, il faut que je prouve déjà que je suis une femme noire, déjà que je suis noire, il faut absolument que je prouve que le cœur de mon métier, en fait, je le maîtrise, que ce qui est le plus respectable dans mon métier, qui est la maîtrise technique, je la possède. Et je sais que c'est pour ça aussi que je m'exprime beaucoup là-dessus. Bon, je kiffe Mmh mh. aussi mais je sais qu'il y a aussi de ça, quoi. Et donc, du coup, prendre la parole sur le racisme, tu te dis, oh, purée, non, j'ai pas envie. Et en plus, ça te force à te plonger dans les agressions que tu as connues, parce qu'il faut que tu en parles, du coup. Il faut que tu puisses parler de tout Mmh. ça. Donc, ça te fait vivre des moments douloureux. C'est relou, c'est chiant, c'est pénible. Mais c'est sûr que ça aide, quoi. Ça aide, en fait, quoi, d'en parler déjà dans les entreprises, effectivement, où les gens sont suffisamment intelligents pour pouvoir, derrière, écouter ce que tu as à dire et puis accueillir cette parole et vraiment la diffuser rien qu'en interne, déjà. Mmh mh. Voilà, moi j'ai la chance de pouvoir discuter avec. Et moi je le dis, c'est même pas moi qui porte ce genre de choses, par exemple, de façon directe, mais je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage qui souhaitent le faire et qui ont vraiment pris cette initiative et qui l'apprennent. Et je trouve que c'est super. Et on va voir dans quelle mesure je pourrais être on board. Mais je sais très bien que c'est une action qui, si toutes les femmes noires qui sont en poste pouvaient faire ça, ou même une partie, pouvaient le faire Mmh. en dépit du fait que ce soit comme je viens de te le dire, tu vois, que ce soit vraiment pénible et douloureux, ça peut vraiment faire bouger les lignes. Et après, c'est toujours pareil, il y a une espèce de ruissellement qui se fait de ces entreprises-là plus ouvertes vers des entreprises plus conservatrices, des PME, voilà, un peu plus traditionnelles, etc. Et voilà, c'est comme ça, en fait, qu'on fait bouger les choses, quoi. Mmh. Non, je Et suis après, d'accord. De toute façon, après, elles ont plus le choix, quoi. Quand ça arrive d'en haut, arrive un moment, tu dois voilà, t'adapter parce que oui, tu le prends le monde train. bouge de toute Voilà. façon.
Exactement. Et après, il y a aussi l'État. Mais l'État aussi va être influencé par des premières initiatives en fait qui sont menées dans des structures privées. Ça se passe aussi quand même très souvent comme ça. Donc, et puis dès que l'État porte sérieusement la chose, ça Mmh. aussi, ça a un pouvoir de diffusion qui est énorme. Enfin, ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Et quel est donc, le meilleur conseil que tu aies reçu et que tu appliques encore aujourd'hui? Faire un minimum de choses. Avoir idéalement genre 2 grands sujets dans ta vie, quoi, 2 grands projets et c'est tout. Mmh. D'accord, peut-être. D'accord. Tu en avoir qu'un seul. Mais vraiment le minimum de projets qui te tiennent à cœur ou bien qui te fassent survivre, quoi, Mmh. possible dans ta vie, quoi. Parce que moins tu en as, plus tu as de temps pour pouvoir travailler sur chacun de ces projets et plus tu es susceptible d'acquérir une véritable expertise et plus tu es, susceptible d'en tirer de la valeur et d'apporter de la valeur aussi à d'autres, quoi. Donc, je sais que on est dans des mondes et alors pour ma part, j'habite en région parisienne. Enfin, vraiment, je suis toujours fourrée à Paris. C'est un milieu de haute stimulation. Tu as envie de faire 15 000 trucs, tu as envie d'avoir plein d'activités, si tu peux, en tout cas. Et si, voilà, je sais pas, par exemple, tu dis, vas-y, lundi, yoga, mardi, je vais faire, je sais pas moi, kizomba, mercredi, musée, jeudi, un verre avec les copines, machin. Enfin, et en vrai, et c'est super dans un sens parce que ça permet de nourrir différentes parties de toi, mais ça t'épuise aussi beaucoup. Ça peut éventuellement aussi beaucoup te disperser. Donc, moi, en tout cas, à titre individuel, le fait d'avoir vraiment réduit mes activités à un minimum, surtout les activités qui me prennent le plus de temps, on va dire, les plus Mmh. régulières et au quotidien, de vraiment faire en sorte que j'ai le moins de choses possibles, ça m'a apporté énormément de sérénité et même de joie, je dirais, juste de la joie, quoi. Parce que ça fait vraiment baisser le cortisol d'avoir beaucoup moins de choses Ouais. à faire, quoi. Tu vois, tu peux t'as que quelques préoccupations quand t'as que Mmh. quelques projets, finalement, quoi. Tu réduis aussi Ouais. le niveau de stress parce que plus tu as de projets, plus tu es susceptible d'avoir des problèmes, en plus des problèmes très différents, avec beaucoup de contexte switching. Tu te dis, mon Dieu, attends, j'ai ça, et ça n'arrête pas de tourner dans ta tête tout le temps, tu stresses de fou. Mais si tu n'as que 2-3 sujets, bah, tu vas stresser sur 2-3 sujets, donc du coup, ton stress aussi est plus contenu, quoi. Donc ouais, voilà, essayer d'avoir le moins de choses possible. Je sais que c'est dur, surtout quand on est une femme. Parce que nous, Oui. malheureusement, non seulement on a des trucs qu'on a envie de faire, et encore, c'est très moderne, hein, la conception de je peux vivre des choses qui me plaisent vraiment en tant que femme au quotidien, quoi. Nous, Mmh. c'est plutôt beaucoup de contraintes et beaucoup de contraintes qui nous lient aux autres, en fait, des responsabilités d'autres personnes, que ce soit des enfants ou bien des personnes de la famille. On compte beaucoup sur les femmes et surtout sur les femmes noires. Ne soyez pas une femme noire aidée de la Bien famille. évidemment. Hein, la vie est trop dure. Donc, du coup, il faut être réaliste. Bien sûr, c'est très compliqué. Moi, ce que je dirais, si ça vous concerne, moi, pour ma part, je suis mère d'un très jeune enfant. Donc je sais très bien ce que c'est d'avoir la responsabilité, voilà, d'une personne Mmh. et que ça prenne énormément de temps et d'énergie. Bah, quand vous avez des choses qui vous tiennent vraiment très, très à cœur, alors soit vous les vivez maintenant, mais du coup, comment dire? Les tâches que vous avez à faire pour atteindre votre objectif, vous les étalez énormément dans le temps, Mmh. que ça vous submerge pas trop, quoi. Ou bien sinon, bah, de reporter, en fait. Reporter vos projets à 1, 2, 5, 10 ans. Moi, j'ai déjà entendu, hein, des personnes comme ça qui se sont dit, bah, OK, par exemple, moi, ma vie professionnelle, alors les vies professionnelles, ça me gêne de dire: «Oui, reportez votre vie professionnelle à dans 10 ans». C'est pas un discours que je peux tenir personnellement, j'arriverai pas à le faire. Mais peut-être par Ouais. exemple, une passion ou un autre projet qui vous voilà, que vous aimeriez vraiment vivre dans votre vie, ben, peut-être que si là, aujourd'hui, vous avez des impératifs qui sont aussi Mmh. importants pour vous, que vous voulez vraiment vivre, et ben voilà, n'hésitez pas à reporter en fait le projet en question à même dans plusieurs années, ou bien à l'étaler dans le temps. Moi, je parle vraiment, là, c'est littéralement ce que je fais, notamment par rapport au chant. Je sais que ça va être un travail de très longue haleine et je l'accepte en fait. C'est aussi en acceptant ça, en acceptant que les choses peuvent Ouais. prendre vraiment beaucoup de temps, qu'on vit beaucoup plus sereinement, quoi. Donc vraiment, voilà, avoir le moins de sujets possible dans sa vie et puis n'hésitez pas à les reporter s'il le faut ou bien à les étaler dans le temps. D'accord. Bah, écoute, je dirais que c'est un très bon conseil, surtout que dans la société actuelle, tout le monde se fout la pression, tu sais, avec
toutes les startups, tu sais, tous ces jeunes tu montes une startup et 5 ans après, d'un coup, tu deviens un billionnaire, tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens, on se fout tous la pression, alors qu'en fait, non. Mmh. Euh, J'aime beaucoup ton conseil. Et d'ailleurs, j'espère que à ton premier concert, tu inviteras GTA Black Women in Tech France. Moi, Ah je bah, vais être là. avec plaisir. Bah, merci pour ton enthousiasme, ça fait très plaisir. Bah oui, mais moi, carrément, moi, tu m'as dit ça, c'est bon, c'est gravé dans ma tête, j'attends. J'attends de voir. Et si tu avais un message à ton toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors il y a 10 ans, j'avais 25 ans et j'étais pas loin du moment où je me suis dit: «Vas-y, je peux pas faire ce taf là toute ma life. Développement commercial là, non, c'est pas pour moi». Donc je me suis dit: «Il faut que je trouve un moyen de m'extraire de cette situation». Voilà, c'était un peu, je m'approchais de ce moment-là quoi, clairement. Et donc Mmh. je dirais que, t'inquiète pas, tu vas trouver quelque chose où tu t'épanouiras davantage et qui va, t'apporter, tellement de positif en fait, pas seulement parce que tu vas apprécier du coup ce métier, mais aussi parce qu'il va t'aider à mieux structurer ta vie et il va même t'aider à te rapprocher de ton essence en fait et de ce que tu as toujours aimé faire. Par exemple le chant, là je te dis, voilà, le dev me permet d'aborder le chant tellement mieux quoi, donc voilà, reste sereine, continue à vivre tes expériences, continue ton cheminement et tu Mmh. verras les choses vont vraiment s'améliorer. Waouh, OK. Et est-ce que tu as un dernier petit mot pour, celles et ceux qui nous écoutent et qui justement ont été inspirés par cette conversation et qui souhaitent aussi se lancer comme toi? Hem, qu'est-ce que tu as envie de dire? Tu as le champ libre. J'avais prévu, là, j'ai un texte, je crois que ça fait une page entière, tu vois, dans mon Google Docs. Je me dis: «Ouh là, Abby!» Essaie de hein, Abby, tu es trop bavarde là, tu racontes trop de choses. Essaie de enfin pas de structurer, mais disons de peut-être d'être un petit peu plus de relever ce qui est le plus important là, dans ce que tu as écrit. Mais en Ouais, vrai, prends ton temps, hein, tu sais, nous, on n'est pas pressés. ouais, non mais c'est top. Hem, j'ai envie de dire déjà, j'ai envie de vous dire que oui, le marché est dur, vraiment. Le marché est dur, heu c'est normal que vous ayez des inquiétudes et que vous vous posiez des questions. C'est normal que vous soyez hyper découragés. C'est normal que vous vous demandiez aussi si ça vaut le coup, si ça vaut la peine ou bien comment, bien prendre le train de la tech, en fait, quoi. Je discutais hier, j'étais allée aux 15 ans de Duchesse France et chez Blablacar et je discutais avec, Nada Teba, si jamais tu es là, hello et qui, voilà, qui me faisait part aussi de tout cela, quoi, très courageusement et je trouvais ça chouette et je trouvais que c'était important d'être vraiment très honnête aussi, surtout avec vous, surtout avec des femmes noires. Moi, je veux vous voir gagner, quoi. Donc clairement, voilà, que vous ayez les meilleurs outils pour pouvoir aborder, cette carrière ou ces carrières dans la tech, le mieux possible et le plus sereinement possible. Donc j'ai envie de vous dire, il y a, gardez toujours en tête que, surtout dans ce contexte-là, il y a vraiment des facteurs externes qui rendent les choses vraiment difficiles, hein. Il y a la crise, il y a la raréfaction de l'argent, qui du coup finance moins les entreprises, les startups, voilà, les entreprises du numérique. Il y a l'IA aussi qui provoque de l'attentisme, voilà. Il y a ça, il y a vos impératifs personnels dont on parlait un peu plus tôt aussi. On n'a pas toutes et tous le temps, l'absence d'enfants, l'absence de personnes à soutenir dans notre vie, l'absence de charges financières qu'il faut gérer là tout de suite. Donc, j'ai envie de vous dire, en fait, soyez douce avec vous-même et soyez patiente aussi. Et n'hésitez pas à ajuster, en fait, vos parcours dans la tech. Si vous voyez que c'est vraiment compliqué de trouver un poste, ne vous dites pas, bah, en fait, c'est complètement mort nécessairement. Vous pouvez peut-être vous dire, OK, je vais peut-être prendre un autre job à côté, voire même, enfin bon, si jamais c'est possible pour vous, peut-être revenir à un poste d'avant. Et à côté, je vais continuer à me former, je vais continuer à réseauter, je vais continuer à consacrer peut-être, je sais pas moi, 30 minutes, 1 heure par jour à coder ou bien à faire voilà, telle tâche technique qui est vraiment proche de votre spécialité à vous, mais en prenant peut-être un peu plus de temps en fait, quoi. Et en même temps, en ayant moins de stress, notamment financier au quotidien, parce qu'il faut que je trouve là tout de suite, alors qu'en fait, c'est Mmh. galère. Il y a des choses que je maîtrise pas forcément en fait, j'ai pas tout en main, quoi.
Donc voilà, ayez vraiment cette douceur-là envers vous-même et pas à pas, à force de tricoter comme ça votre parcours, je suis certaine que vous trouverez la voie qu'il faut pour vous. Voilà, Halima, yes. Donc voilà, et il y aura peut-être des ajustements que vous ferez ou peut-être d'autres opportunités aussi qui vont arriver et puis vous dire, mais en fait, c'est plutôt là. Ça vous permettra aussi, en prenant le temps comme ça, de mieux évaluer finalement là vers quoi vous voulez et vous pouvez aller aussi en fonction des besoins marchés, etc. Donc, je pense que ça, c'était vraiment important que je vous le dise. Maintenant, par rapport à la tech en particulier, moi, je dirais que c'est un mélange de plusieurs choses qui peuvent vraiment aider à faire la différence sur le marché. Un mélange d'acquisition de ces fameux fondamentaux dont je parlais, hein, des principes solides, tout particulièrement, vraiment, j'insiste là-dessus. Parce qu'en fait, ces fondamentaux-là, ils bougent pas, quoi. Voilà, face à toutes les évolutions technologiques, finalement, on aura toujours besoin de se reposer sur quelque chose, en fait, pour pouvoir avoir quelque chose qui tienne la route et qui soit facilement maintenable et débuggable, etc. Donc, là, à l'heure actuelle, par exemple, l'IA, on a des IA qui commencent à être performantes, à faire des suggestions de code vraiment intéressantes, etc. Mais en fait, rien que pour pouvoir vraiment générer le code, très souvent encore, il faut quand même être capable déjà de comprendre, d'avoir des fondamentaux, en fait, pour pouvoir formuler les bons prompts, quoi. Donc, et pour pouvoir derrière maintenir correctement le code généré. Donc, du coup, je dirais, voilà, revenez vraiment à cette base-là, des fondamentaux. Ça vous servira quoi qu'il en soit. Et faites en sorte aussi d'avoir des références précises liées à ces fondamentaux, par exemple, que vous pourrez vraiment mettre dans votre première prise de contact avec un employeur, quoi, pour vraiment savoir faire mouche, quoi. Si postuler via des manières alternatives, voilà, je vous parlais de LinkedIn, voilà, envoyer des MP à votre réseau existant, à des personnes que vous connaissez pas, commenter des posts. Par exemple, prenez quelques profils voilà, sur LinkedIn que vous aimez bien, qui postent régulièrement sur de la tech, sur des devs, etc. Peut-être des profils seniors, des CTO, des gens qui sont susceptibles d'avoir besoin de devs et commenter systématiquement tous leurs posts, quoi. Voilà, par exemple. Et comme ça, ils vont vous repérer. Et puis comme ça, vous allez pouvoir rentrer en discussion aussi avec eux. C'est ça aussi de faire du long terme. C'est pas juste pour pouvoir se former, par exemple, à long terme en ayant un job à côté, etc. Mais c'est aussi former son réseau à long terme, un réseau vraiment qualitatif parce que vous aurez pris le temps de construire une relation avec ces personnes. Je dirais que ça, ouais, ça peut aussi effectivement beaucoup vous aider. Et puis du coup, voilà, la mise en avant de soi. Donc, ça passe effectivement par exemple, le fait de commenter des posts et de contacter des gens en direct, mais aussi prenez la parole, quoi. Moi, je sais que ça a été une des premières choses qui m'a permis d'obtenir mes premiers posts. Et ça peut se faire de plein de manières différentes, du coup, finalement, que ce soit sur LinkedIn en postant vous-même ou bien voilà, en faisant des interventions, finalement, quoi. À des conférences, dans des écoles. Voilà, vous pouvez commencer ou des petits meet-up. Il y a tellement de typologies finalement d'endroits où vous pouvez intervenir. Et en plus, intervenir en physique, ça marque tellement les gens que vous pouvez en tirer encore plus de bénéfices finalement en termes d'opportunités professionnelles. Et puis après, moi, mon conseil, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de lire mon livre. Non, mais c'est vrai. Vraiment, moi, le livre, réussir ce test. Honnêtement, je pourrais pas vous donner mieux que ce que j'ai mis dans ce livre, quoi. Je pourrais pas vous donner mieux que ça. Enfin, moi, je vous promets rien de magique, mais je peux vous promettre que ça maximise vraiment vos chances parce qu'en fait, on est sur un marché qui est quand même très concurrentiel et si vous pouvez avoir un max d'outils que vous comprenez et qui vous aide derrière à faire la différence aux yeux de quelqu'un, c'est vraiment pas trop en fait sur ce marché. Moi, j'ai la chance d'avoir eu quelques témoignages de personnes qui l'ont lu. Je viens juste de lancer le Trustpilot de Alors on Dev. N'hésitez pas à le consulter parce que moi je parle, mais ouais. Mais j'allais te demander justement. J'allais te demander justement où est-ce qu'on peut l'avoir ton livre. Ouais, sur mon site alorondev.com. alorondev.com. Je vais le mettre ici. D'accord. Et Trustpilot, voilà, vous pouvez regarder le Trustpilot parce que moi je parle, mais en vrai, le mieux c'est encore de regarder ce que les gens disent. Et j'ai eu notamment l'avis de Eric Camden, qui est un des lecteurs, qui
qui dit en fait un truc que je trouve fou. Lui, il me dit, en fait, j'ai postulé à un poste en tant que junior, du coup, dev, et j'ai été pris en tant que dev intermédiaire après avoir lu ton livre. Tu te rends compte du truc? Je me dis, mais c'est un truc de ouf! C'est encore au-delà de. C'est le meilleur marketing que tu puisses avoir. Hein. C'est un truc de ouf. Après, par contre, et moi, Mmh. c'est là où je me dis, c'est pas magique. Ce qui est génial, c'est que Eric aussi, il m'avait dit, en fait, moi, j'ai mis 1 mois et demi à lire le livre. Voilà, tous les jours, je lisais le livre. Il a pris le temps de l'étudier vraiment, de l'assimiler vraiment. Et lui, c'était 1 mois et demi, mais ça sera peut-être 6 mois pour quelqu'un d'autre, pour l'une d'entre vous. Ça sera peut-être 2 semaines pour l'une d'entre vous. Ça sera peut-être 8 mois, 1 an pour l'une d'entre vous. C'est ça que je veux dire. Il n'y a aucune magie. Ça, je viens vraiment le dire. De toute façon, il n'y a jamais rien qu'on obtient magiquement et qui est vraiment beaucoup de valeur, on va dire, quoi. Et que vous allez respecter vous-même et qui sera respecté par les autres, quoi. Ça, je pense que dans la vie, c'est compliqué, on va dire. Donc, du coup, j'ai envie de vous dire, c'est... il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'acquérir tout ça. Et après, derrière, ça peut vous aider... ça peut vraiment vous aider à décrocher un poste et à lancer votre carrière. Parce que c'est ça, c'est lancer une carrière qui soit durable dans le temps et qui vous apporte de la joie et qui vous apporte plein de thunes. Ouais, ça, Voilà. faut pas oublier. Faut pas oublier. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Bah, moi, je vais voir s'il y a des questions, mais je pense en fait, comme on a bien dépassé, peut-être que justement, on a tellement dit de bonnes choses qu'elles n'ont pas de questions. Bah, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir cette conversation avec toi. J'espère que bah, le replay sera posté sur LinkedIn, donc j'espère que vous allez apprécier autant que moi j'ai adoré justement t'interviewer. Et j'espère qu'on va en voir d'autres. Et surtout, n'hésitez pas à commander son livre sur alorsondev.com. Et n'oubliez pas qu'on a un event le 19 dans les bureaux d'Octa, donc sur le leadership. Mais on a posté, donc on va poster sur la page, donc n'hésitez pas à nous suivre, abonnez-vous à nos newsletters, suivez notre page, et puis on se retrouve pour la prochaine. Mais en tout cas, merci Abby. C'était top. Merci à vous toutes qui étaient présentes. Voilà, merci à vous, à l'audience, et puis on se voit la prochaine fois. À bientôt.